Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme d'ITV. Dans le cadre de cet entretien spécial ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Dr Jean Damascène Bizimana, le ministre rwandais de l'Unité nationale. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes ici à Dakar dans le cadre d'une conférence sur le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Justement, quel est l'objectif de ce panel? C'est un panel qui a été organisé par l'ambassade du Rwanda au Sénégal. Et je dois dire que ce type de conférence s'organise actuellement d'abord au Rwanda, au pays même. Et on a commencé le 7 avril 2024, parce que c'est justement le 7 avril 1994 que le génocide et l'extermination des Tutsis du Rwanda a commencé. Ça fait maintenant 30 ans. Et donc, chaque année, ces commémorations se font. Ils ont pour objectif d'abord de rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'il fut à un moment donné un plan étatique élaboré par un régime d'État pour exterminer une partie de la population civile du Rwanda, et cela s'est réalisé. Il faut donc tirer les leçons de cette histoire, il faut tirer les leçons de ce génocide. Il ne faut pas que les générations futures et actuelles oublient. Ils doivent savoir ce qui s'est passé dans un but préventif et aussi dans un but éducatif. Vous parlez de tirer les leçons du génocide. Justement, comment ça se passe, la transmission de la mémoire du génocide entre rescapés et les nouvelles générations, elles qui n'ont pas vécu, on peut dire, cette tragédie humaine? Elle se transmet de plusieurs façons. Déjà, les commémorations elles-mêmes sont publiques, elles sont populaires, et elles engagent la participation de toute la population. Très généralement, les gens se réunissent naturellement sur les sites de massacre pour évoquer l'heure, pour s'en souvenir. Et dans cette participation, il y a des témoignages des survivants. Et puis, il y a aussi des causeries, des conférences pour expliquer. Parce que la population du Rwanda, actuellement, à 65,3%, elle a moins de 30 ans. Ce qui fait que, or, cette population jeune, pour sa majorité, vit les conséquences du génocide. Au niveau de leur famille, il y a même ceux qui n'ont plus de famille totalement. Il y a aussi des réfugiés qui sont rentrés. Donc, cette catégorie de population doit savoir ce qui s'est passé. Et on a aussi des sites mémoriaux. Les sites mémoriaux du génocide, on en a environ 200 dans le pays. Et on invite les écoliers, les lycéens, les jeunes universitaires à aller visiter ces mémoriaux pour apprendre l'histoire de ce qui s'est passé en 1994, en tirer des leçons. Et il y a aussi des conférences qui sont scientifiques pour expliquer différents plans. On peut expliquer le rôle, par exemple, du pouvoir, le rôle de l'armée, le rôle de la gendarmerie, le rôle des organisations civiles et le rôle des instances religieuses. Parce que le génocide commis contre les Tutsis a entraîné la participation de toutes les instances, de toutes les couches sociales. Donc il est très important aussi de se rappeler. Et un autre volet qui est aussi sur le plan éducatif, c'est que nous mettons en place un système de dialogue. Oui. Un dialogue au niveau des villages où les gens s'assoient ensemble, ils parlent du passé, ils parlent de l'histoire, mais aussi ils parlent du présent et de l'avenir. Parce que nous ne nous limitons pas uniquement à évoquer l'histoire, mais il faut aussi reconstruire le pays, le développer. Nous ne sommes plus dans une époque d'urgence, on est dans une époque maintenant de consolidation, de développement, de développement intégral. Et donc, la population discute aussi sur les voies et moyens de mettre en place, de consolider la cohésion sociale, la réconciliation nationale, mais à travers aussi le bien-être économique. Et ça, c'est très important. Et il faut trouver, nous nous basons sur notre culture, c'est-à-dire que les valeurs qui peuvent nous aider à nous développer, c'est des valeurs de patriotisme, des valeurs d'intégrité, des valeurs civiques. Oui. Et tout ça, la population jeune et adulte le fait à travers ces différentes séances. On a aussi au niveau du pouvoir décentralisé. Décentralisé, c'est-à-dire que les décisions sont prises au niveau des cellules, des villages
des mairies et des districts, et le pouvoir central, évidemment, fait la coordination, mais l'exécution de tous les programmes, que ce soit des programmes de mémoire, d'unité, de développement, de santé, sont exécutés au niveau de la base. Dans le cadre de l'unité nationale, le gouvernement rwandais dirigé par le président Paul Kagame a réussi à enlever tout ce qui est signe distinctif et identification ethnique sur la carte d'identité nationale, mais également il est en train de promouvoir des cités dites de la réconciliation où bourreaux et victimes cohabitent ensemble. Justement, ces cités ont-elles produit aujourd'hui les effets escomptés? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a des cités spécifiques, hein, parce que la population rwandaise vit en harmonie. Ils sont mélangés. Ils sont mélangés, toutes couches confondues, tous groupes sociaux confondus. Mais au départ ce sont des ONG. Oui. Au départ, c'est-à-dire, après le génocide, il y a des ONG qui ont mis en place des programmes pilotes où ils incitaient les bourreaux à avouer les crimes et à demander pardon aux victimes. Et à partir de ces sensibilisations faites par des ONG, il y a effectivement des villages qui se sont créés, où les bourreaux qui ont avoué, demandé pardon aux victimes, ont habité ensemble dans les mêmes villages. Et voilà, ça sont quelques villages. Mais dans la réalité, il y a des bourreaux qui ont terminé les peines, même ceux qui n'ont pas avoué, mais qui ont été condamnés et terminé les peines, ils rentrent chez eux et ils vivent pacifiquement, tranquillement avec la population. Et ce que fait le gouvernement, c'est de mettre en place un système, c'est-à-dire le respect des lois, la participation de la population aux discussions, aux débats, et aussi assurer la sécurité de tout un chacun. Assurer la sécurité de tout un chacun. Et il y a des travaux qui sont faits ensemble, comme les travaux communautaires de développement. Donc, le fait qu'il y a plus de discrimination, le fait qu'il y a une autorité qui donne une ligne de conduite et que la population participe au niveau de la base, ça permet à la population finalement de vivre ensemble sans nécessairement créer ces villages, je dirais, spécifiques. Mais la réconciliation se fait sur le plan national, partout dans les villages. Ces villages spécifiques existaient à une époque où, je l'ai dit bien au début, sous l'initiative des confessions religieuses et des ONG pour sensibiliser à la restauration du tissu national. Maintenant, ça fait 30 ans, le tissu national est plutôt dans une étape de consolidation plutôt que de celle d'urgence. Alors, le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est un mécanisme onusien, créé quelques années après le génocide, a permis de juger plusieurs génocidaires, mais jusqu'à présent, plusieurs d'entre eux également se sont retranchés en Afrique ou bien ailleurs en Occident. Justement, qu'est-ce que fait votre gouvernement pour que ces derniers qui ont participé au massacre et qui fuient toujours la justice puissent enfin répondre de leurs actes? Bien, il y a deux éléments que vous soulignez dans votre question. Le premier, c'est que après le génocide, donc commis contre le Tutsi en 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en place un tribunal pénal international pour le Rwanda le 8 novembre 1994, chargé de juger les responsables du génocide. Le tribunal a jugé environ 65 personnes. Dont Jean Kabanda, qui fut le premier ministre du gouvernement intérimaire, qui purge d'ailleurs sa peine ici à Dakar. Voilà, il purge sa peine à Dakar. Il avait été précédemment au Mali, il a été transféré à Dakar. Voilà, c'est ça. Donc, le tribunal a joué un rôle important. Important parce qu'il a permis d'établir la matérialité des faits, d'établir juridiquement qu'il y a eu une intention délibérée, déterminée d'exterminer le groupe ethnique Tutsi et que c'est le gouvernement qui l'a mis en place. Et ce tribunal a condamné des ministres, des militaires, des chefs religieux, des journalistes, même des miliciens pour les rôles. Donc il a joué un rôle symbolique clé. Alors, pour la diaspora, le gouvernement rwandais, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers nos ambassades, joue un rôle de faire comprendre à tous les Rwandais, y compris même ceux qui savent qu'ils ont participé au génocide, ils sont Rwandais. Nous les incitons à rentrer au pays, évidemment, quitte à ce qu'ils vont répondre de leurs actes.
Et nous demandons aussi aux États qui les hébergent de respecter les obligations internationales, les obligations internationales de tous les États, au regard de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide, c'est de juger toutes les personnes suspectées de participation à un génocide, parce qu'un génocide est un crime international. Alors nous nous félicitons du fait qu'il y a un certain nombre d'États, la France, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Suède, la Finlande, il y a pas mal, l'Allemagne, qui ont jugé, qui continuent aussi de juger les personnes rwandaises impliquées dans le génocide commis contre les Tutsis. Nous dialoguons, nous souhaitons que aussi nos frères africains fassent de même, parce qu'actuellement, il n'y a aucun pays africain qui a jugé des génocidaires rwandais, alors qu'il y a des auteurs du génocide qui sont dans différents pays africains. Ça ne veut pas dire que l'Afrique ne coopère pas. L'Afrique coopère avec la justice. Il y a des États qui ont transféré au Rwanda des suspects du génocide et qui sont jugés devant la justice rwandaise. Il y a des pays africains qui ont transféré, qui ont arrêté et transféré des suspects au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc les pays africains participent. Mais il faut aller au-dessus. Il faut aller au-dessus, mettre en place des lois de répression du négationnisme, parce qu'on constate que au fur et à mesure que le génocide a été reconnu contre les Tutsis internationalement, mais les auteurs du négationnisme, ils sont nombreux. Et ils agissent souvent par réseaux sociaux, ils trompent l'opinion internationale. Donc, le Conseil de sécurité, en 2014 déjà, à travers la résolution 2150, a voté la résolution demandant à tous les États de juger les auteurs du génocide commis contre les Tutsis qui sont sur le territoire et de mettre en place un système de répression de la négation du génocide. Et c'est là où il y a des efforts à faire. 30 ans après, il est quand même important de pouvoir ne pas permettre que la négation d'un crime majeur, d'un crime international soit reconnue. Il faut vraiment l'arrêter, il faut la stopper. Et on ne peut que la stopper à travers une répression sérieuse dans chaque État. Vous l'avez dit tout de suite, le gouvernement rwandais aimerait que certains États rapatrient des commanditaires du génocide qui vivent sur leur sol. Parmi ces personnes, il y a la veuve du président Juvenal Habyarimana, Agathe Habyarimana. Votre gouvernement l'accuse d'avoir ordonné à la garde républicaine de procéder au tout premier massacre après l'abattage de l'avion présidentiel à bord duquel se trouvait son mari, Juvenal Habyarimana, et son homologue burundais de l'époque, Cyprien Taryamira. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec ce dossier? Bon, déjà, le Rwanda n'exige pas nécessairement de transférer au Rwanda, chez nous, les suspects du génocide. Mais nous demandons à chaque État de respecter les obligations internationales. Mais sur le cas spécifique d'Agathe Habyarimana, je vais y arriver. C'est-à-dire que la Convention sur le génocide prévoit deux cas, deux voies, deux possibilités. L'État, ou sur le territoire duquel se trouve le suspect, peut le juger. Il peut le juger. Et s'il ne veut pas le juger, il peut le transférer. Et donc, nous souhaitons l'un des deux, ou rejuger ou le transférer. Donc, ça nous est égal. L'important, c'est que la justice puisse se faire. Pour le cas de l'ancienne épouse de l'ancien président Juvenal Habyarimana, Agathe Kanziga, qui vit en France, je dois le dire, et il existe effectivement un mandat d'arrêt international lancé par le Rwanda contre cet suspect du génocide. Et les enquêtes continuent. Nous sommes confiants pour la France, parce que déjà la France a montré beaucoup de bonne volonté ces 10 dernières années. Déjà, elle a mis en place un pôle spécifique de répression des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, ce qui a permis de déclencher des enquêtes. Il y a actuellement 6 jugements qui viennent de se faire, tous avec des condamnations. Donc, l'instruction sur le cas d'Agathe Habyarimana continue. Nous espérons que la justice puisse aller vite, parce qu'elle est d'un certain âge, et elle risque tôt ou tard d'échapper à la justice à cause de son âge. Donc ce que le Rwanda demande, c'est que le processus judiciaire puisse continuer rapidement, 30 ans après, c'est long, afin qu'elle soit traduite en justice, parce que nous considérons, nous avons même des preuves de son implication au plus haut niveau de l'État
dans la préparation du génocide et aussi dans sa mise en exécution à travers l'encadrement des miliciens notamment. Cette question taraude les partis civils, mais également votre gouvernement, celle relative à la récupération des avoirs des financiers du génocide, comme Félicien Kabouga, pour qu'il puisse participer à la réparation des victimes et des rescapés. Aujourd'hui, avez-vous espoir que ces fonds, vous les obtiendrez bientôt? Non, le gouvernement rwandais ne cherche pas les fonds, ne cherche pas les fonds des suspects du génocide. Mais, disons les financiers du génocide. La oui, question de la réparation. Même les financiers du génocide. Donc, bon, ce que nous souhaitons d'abord, c'est qu'il y ait une justice pénale pour que la responsabilité pénale individuelle de ces personnes-là soit reconnue et établie. Oui. Nous avons des faits, nous avons des preuves convaincantes que Kabouga et autres ont planifié le plan du génocide contre Tutsi. Deuxièmement, il est évident que si la justice pénale, une fois qu'elle est exécutée, automatiquement, les dommages et intérêts civils vont continuer sur base du jugement pénal. Donc c'est ce que nous souhaitons, que le jugement pénal puisse se faire assez rapidement, afin que aussi les dommages civils puissent avoir lieu. Malheureusement, pour le cas de Kabouga, vous le savez, le tribunal pénal international, enfin, le mécanisme qui a remplacé le tribunal pénal international a considéré que Kabouga était vieux, que ses capacités mentales seraient atteintes et que malheureusement, il n'y aura pas de jugement. Je sais qu'actuellement, les victimes ont introduit une action devant la justice rwandaise en vue d'une décision judiciaire là-dessus. Il faudra... La justice est indépendante, il faudra attendre et voir la décision judiciaire qui sera prise sur ce cas. Alors parlons maintenant de la géopolitique sous-régionale, de la région des Grands Lacs. La RDC vous accuse de soutenir les rebelles du M23, récemment en tournée en Europe, en Allemagne puis en France. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clairement accusé son homologue rwandais Paul Kagame d'armer les rebelles du M23 et il a refusé de s'asseoir avec lui tant qu'il restera à la tête du Rwanda. Que répondez-vous par rapport à cette position tranchée du président congolais? C'est une position totalement irresponsable de la part des autorités congolaises. Parce que le problème du M23 n'est pas un problème rwandais. C'est un problème purement interne congolais. Et le gouvernement rwandais souhaiterait, par exemple, que le pouvoir congolais réponde à la question de plus de 100 000 réfugiés tutsis congolais qui sont dans les pays voisins depuis plus de 30 ans. Il y a des camps de réfugiés congolais au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, et d'autres qui sont éparpillés dans différents pays. Et ce sont des gens, des citoyens congolais à part entière, qui ont été chassés de leur terre par des génocidaires rwandais en 1994. Parce que les génocidaires hutus rwandais, ils ont quitté le Rwanda après leur défaite, ils se sont installés au Congo et ils ont continué le génocide au Congo en chassant de leur terre les Tutsis congolais qui sont sur place. Et c'est un problème que le pouvoir congolais ne veut pas du tout voir, à reculer totalement réel. Or, le M23 n'est pas un groupe rwandais, c'est un groupe composé de Congolais qui réclament les droits fondamentaux les plus élémentaires. Oui, mais qui sont des Tutsis avant tout. Hein. La majorité sont des Tutsis, mais il n'y a pas que des Tutsis. Donc c'est un groupe majoritairement Tutsi, il est vrai, parce que d'ailleurs l'Est du Congo est habité par des groupes, dont certains groupes sont les mêmes que ceux qui sont au Rwanda, des groupes ethniques, les Hutus et les Tutsis, mais il n'y a pas que cela. Donc le pouvoir congolais devrait, il n'a pas besoin de discuter avec le chef de l'État rwandais, mais il a besoin, et ça c'est impératif, de discuter avec des citoyens congolais réunis au sein du M23 parce qu'ils revendiquent des droits nationaux les plus élémentaires, tout simplement cela. Et puis deuxième élément, le pouvoir congolais doit arrêter de collaborer avec ceux qui se disent le mouvement des forces démocratiques de libération du Rwanda. Donc le Rwanda est libéré, il n'a pas besoin d'un autre groupe criminel qui viendrait le libérer. Parce que les FDLR sont composés de génocidaires ou même de jeunes recrutés par les FDLR, mais idéologiquement endoctrinés à l'idéologie du génocide. Même si eux n'ont pas participé au génocide de 1994 contre les Tutsis, certains ne sont pas nés, mais ils sont idéologiquement entraînés pour cela. Donc, arrêtez toute collaboration avec les FDLR,
en respect aux obligations internationales, il y en a plusieurs. Déjà, la résolution 2150 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des résolutions de l'Union africaine, des résolutions de l'Union européenne qui empêchent à tout État de collaborer avec les FDLR, même de les arrêter, de les juger. Et là, le gouvernement congolais a préféré plutôt les armer, collaborer avec eux. Donc voilà, le Congo est dans des phénomènes dans lesquels il s'enferme, refuse de discuter avec ses propres citoyens, du M23, et puis deuxièmement, de collaborer avec un groupe criminel. Et mettre à responsabilité sur le Rwanda, c'est totalement absurde. Le Rwanda a besoin de paix, le Rwanda a besoin de sécurité avec tous ses voisins. Le Rwanda a vécu un génocide. Nous savons ce que ça veut dire un génocide. Nous savons ce que veut dire l'appel à la haine, l'extermination. Donc, nous avons atteint vraiment l'extrême. Nous ne pouvons pas, en tant qu'État responsable, en tant que gouvernement, nous enfermer, choisir une ligne qui serait dans la ligne criminelle, dans la ligne dictatoriale ou d'appui à tout groupe armé quel qu'il soit. Lors de cette visite du président congolais à Paris, son homologue français Emmanuel Macron a clairement demandé au Rwanda de retirer ses forces à l'est de la RDC et d'arrêter de financer le M23. Que pensez-vous de cette position affichée par le président français? On aimerait avoir les preuves de ce qui sont avancés. Je dois me souvenir que lors de la dernière visite du président Macron à Kinshasa, il avait bien dit, précisé à son homologue congolais que la responsabilité première appartenait au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui n'a pas su rétablir l'autorité ni administrative, ni politique, ni militaire à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà la vérité. Alors, terminons par la relation bilatérale entre le Rwanda et le Sénégal. Le Sénégal a connu sa troisième alternance politique le 24 mars dernier, après l'an 2000 et 2012. Comment entrevoyez-vous l'avenir entre les deux pays avec ces nouveaux dirigeants incarnés par le président Bassirou Diomaye Faye, qui a une vision panafricaine? Le gouvernement rwandais apprécie les relations bilatérales particulières avec le Sénégal. Nous avons déjà des ambassades. Le Rwanda a une ambassade à Dakar. Le Sénégal a une ambassade à Kigali. Nous avons des relations diplomatiques excellentes. Donc le souhait, c'est que ces relations vont continuer. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Et même au niveau des programmes de mémoire qui relèvent du ressort du ministère que je dirige, nous organisons chaque année avec l'ambassade du Sénégal une journée de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, où on met un accent particulier sur la mémoire du feu capitaine Diane Mbaye, qui a agi, qui a sauvé, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver des Tutsis menacés pendant le génocide, qui a réussi à faire un certain nombre de transferts à partir de l'époque du gouvernement vers la zone FPR. Un mémorial a été érigé récemment ici à Dakar en son mémoire. Donc le fait d'avoir une mémoire commune permet aussi de poursuivre ces relations bilatérales, mais basées sur la réalité concrète de nos deux États. Donc nous avons aussi des échanges au niveau culturel. Des experts sénégalais viennent au Rwanda. Vous savez, nous avons par exemple 4 sites mémoriaux du génocide qui ont été inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous avons beaucoup bénéficié de l'appui, de l'expertise des experts sénégalais dans le cadre des échanges culturels. Donc nous continuerons les différents échanges dans tous les domaines de coopération entre les deux États. Quels sont les domaines sur lesquels vous aimeriez voir nos deux pays avancer beaucoup plus? Tous les domaines, bien évidemment. Tous les domaines, nos deux États doivent aller de l'avant pour lutter contre la pauvreté, tout de même. Parce que notre chef d'État, le président Paul Kagame, a une vision très claire sur le panafricanisme. C'est-à-dire que l'Afrique doit trouver ses propres solutions. L'Afrique a tous les moyens, a toutes les ressources. Donc, une fois, si l'Afrique parvenait à avoir une solidarité africaine, lutte contre la corruption, bonne gestion, leadership, donc toutes ces valeurs démocratiques adaptées à notre contexte, adaptées à nos réalités africaines, je crois que l'Afrique pousserait vers le progrès voulu. Donc voilà la ligne sur laquelle il faudrait continuer. Très bien. Docteur Jean Damisen Bizimana, merci.
Je vous remercie aussi, je remercie vos auditeurs et toutes mes grandes salutations. Merci à vous également, chers téléspectateurs d'ITV, d'avoir suivi cet entretien spécial avec le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur cette antenne. Au revoir.